Aurais-je le temps, euh, la force de commencer d'entamer un discours euh, qui va à l'infini, remontable, relevable à l'infini, ou bien en descendant au soubassement. Entre deux, il y a un champ dans lequel je me trouve. Euh, je suis en bonne santé quand même, je respire, j'ai fait des fouilles, mais ça n'a même pas besoin de faire des fouilles avec les couches végétales d'hiver. Encore mes restes préhistoriques se sont apparus dans toute clarté et nudité, et que j'ai découvert encore des détails sous ces grands rochers, bien abîmés, mais plus solides que chacun de nous. Et ce site n'est pas archéologique, n'est pas reconnu depuis des années. Je travaillais, mais sans issue. C'est au milieu d'un groupe d'appartements et de constructions interminables. Et déjà aujourd'hui, j'ai vu une tache dans le paysage de gens qui se promenaient pour faire des mesures topographiques encore. Donc, il le verra de cette terre comme un lieu d'investissement. Ils ne sont qu'intermédiaires fonctionnels, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils mesurent, technicistes. Ils ne connaissent pas la terre, ils ne connaissent pas ici, etc. Alors, je m'en mets avec moi, il était obligé d'accompagner partout pendant la pandémie. On dormait sur les rochers au mois d'avril, bien ensoleillé. Aujourd'hui, c'est en plein janvier, mais c'est encore plus bon. Les jours, soit de ma vie, soit du monde. Tant pis pour le changement climatique. Alors, nous changeons le climat, l'atmosphère, tout le monde change et les pierres restent, bien qu'ils sont abîmés. Et moi, j'étais aujourd'hui non pas dans la fouille, mais dans l'exploration des fossiles sur les rochers. Extraordinaire. Bêtes avec les plumes, un bec bien fossilisé, un corps assez petit quand même, comme une grande main ouverte, même deux mains d'homme. Et j'ai fait tout de suite avec mes papiers une décalque. Et j'ai dessiné avec les végétaux de la saison, avec les misques amber, avec les plus parfumés, et de papier ainsi, quelques fouilles encore, des fossés, et je me suis rappelé de mes anciennes scènes de chasse, sans la poire, et j'ai fait tout le terrain. J'étais fatigué, il faisait chaud au mois de janvier. Et je me suis retiré sur la table de loi, c'était sur la table de peintre pour achever mon tableau, c'est-à-dire réanimer tous ces fossiles en peinture. Imaginez leur plumage et leur petit, avec leur c'était quoi, duve, voilà,
Et une autre fossile avec une autre fossile, c'était face à face, mais c'était un animal inexplicable, donc c'est devenu un homme. Dans mon dessin évolué, avec les plusieurs couches, sèchement et tout, ça dure et ça reposant, etc. C'est ma tâche quotidienne, c'est ma prière à moi de recyclage que la nature ou quelques grandes puissances à travers moi sur moi fait sa tâche. Et j'ai découvert aussi du béton, c'est-à-dire vieilli du XXe siècle, est déjà trop vite vieilli, est devenu rocher, abîmé, qui ressemble beaucoup à nos fossiles préhistoriques. Et j'ai tout de suite figuré que et nous aussi, les gens du XXe et XXIe siècle, nous serions très vite fossilisés et nous serions un objet de curiosité des futurs chercheurs. Entre-temps, en fait, je regarde par terre, sous le sol, encore béton, mais très abîmé. Je vois des figures extraordinairement qui va pour notre époque. Donc, j'ai hâte de les photographier avant le temps coucher du soleil. Alors, avant tout, j'ai respiré, j'ai fait mon travail indéfini. J'ai pas un cadre spécial pour travailler l'ontologie métaphysique. Je descends, j'entre et je sors des disciplines ou des sciences régionales, mais une préhistoire. La science préhistoire n'est pas une science régionale, en fait. Et il n'y a que des métonyomies dans ces sciences régionales, comme le titre, dénomination. Vous voyez, nous utilisons encore un certain langage conceptualisé qui est devenu langage courant du 19e siècle. Le 18e siècle, c'était déjà moins conceptualisé et sorti de scolastique très conceptuel. 18e siècle, ils cherchaient ces mots dans leur propre langue nationale et ils trouvaient des solutions au niveau d'expression extraordinaire. Dans Rousseau, dont la vocation était inconnue par lui-même, mais il se trouvait dans le monde des lettres, alors qu'il aurait pu être autre chose, n'est-ce pas? Ce genre de tiraillé depuis des siècles en Europe, des gens qui sont quand même un peu plus ou moins intelligents, tiraillés entre deux alternatives, soit entrer dans le couvent et choisir une vie monastique, soit choisir une vie chevaleresque, aller en conquête avec la croisade à Jérusalem, au Moyen-Orient. Donc, la seule différence à peu près entre les deux, parce que ça revient à mon avis le même, leur alternative, leur choix, leur hésitation, c'était de se retirer de la socialité féodale, seigneuriale ou royale qui régnait à l'époque. Il n'y avait que deux alternatives, deux points de fuite, lignes de fuite. Le monastère qui allait d'enfermement, mais qui est une autre ouverture. Et l'autre, ça a l'air d'une normandisme, mais c'est toujours en conquête ou
à la recherche du mystère, ça revient au même. Les grandes inventions des mercenaires, n'est-ce pas? Et là où le militaire guerrier devient un métier véritablement, c'est-à-dire vous pouvez entrer comme mercenaire et gagner des jutes et des connaissances et des reliques précieuses de Jérusalem vendues par les Arabes très cher. Et vous pouvez le mettre en circuit dans vos constructions de cathédrales, dans vos provinces, etc. Voilà. Occupation d'un homme ordinaire intellectuel de cette époque, à mon avis, du XVIe siècle, XVIIe siècle, effectivement, c'est devenu plus urbanisé et tel que nous le observons à travers le roman de Abbé Prévost. Encore ce choix dilemme continué dans ce personnage en tant qu'auteur et dans le personnage qu'il essaie d'en faire un récit, mais ça se confond comme genre, c'est très intéressant. Moi, je ne peux pas faire du théâtre d'un moment à une autre tout de suite, mais il faut que les voix multiples en moi, irrésistiblement, veulent se ressortir. C'est la même. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'avais même un syncope de discours courbé du dos, travaillant sur le terrain, faisant mon affaire d'exploration de terrain selon la saison, selon les changements. Je connais le terrain, pourvu que les prochaines générations le connaîtraient mieux s'il en reste quelques traces. Je ne crois pas. Avant que je meure, il y aura ici une grande agglomération encore. Alors, c'est étourdissant. Et j'ai trouvé une cage à l'oiseau délaissé. Je l'avais auparavant aussi, mais aujourd'hui j'ai bien examiné là où il y avait des escargots qui avaient fait le nid, une cage à oiseaux. Je l'ai dressé, je l'ai mis sur une arbre pour que les oiseaux en liberté choisissent la captivité monastérielle. Non, pour que ça remplisse de l'eau et quelques bétails, quelques en profitent. Voilà. Donc, être bien santé, ne pas avoir une problématique, quelque chose à avancer comme par avant, comme prétexte, et être, comment dirais-je, voilà, comme du vent changeant, sans intention, circuler, façon à faire, rien, sans rien faire. Voilà une idée, un modèle de pélégrination, justement pour se défaire de la thèse doxique et toxique du monde, qui est l'objet de toutes sortes de déconstructions, alors que le corps en tant que tel, alors que la nature en tant que telle, si elle existe,
c'est difficile. Il n'est pas déconstructible ou bien il n'est pas intéressant pour la déconstruction. Vous voyez, c'est toujours une nature envahie par la culture, envahie par la... comment on dit, voilà, l'envie, jalousie, l'envie, concurrence, tous ces péchés capitaux. Voilà, c'est ce genre de choses de la loi, soumises à la loi, qui sont déconstructibles. C'est ça que j'ai aujourd'hui clarifié dans ma tête. Tout n'est pas déconstructible. Un sentiment de justice, selon Derrida, n'est pas déconstructible, mais tout droit, toute formation de droit, toute application de la justice à travers une institution légale, parfaitement déconstructible. Un corps, en tant que corps, s'il existe également, voilà, c'est très difficile. Un corps, c'est déjà en cage d'une culture de l'égalité et abîmé je ne dirais pas de la naissance, de la naissance. Certaines naissances sont vraiment malheureuses. Mais les bébés, ils ont encore une chance de ne pas encore formés. Ils sont à peu près indéconstructibles, mais le caractère, ce qu'on appelle le caractère, apparition de caractère dans quelques mois, les fonds déjà également en proie d'abord de la légalité familiale, parentale, et bien ensuite, progressivement, par la légalité et l'emprise scolaire, la loi du genre, c'est-à-dire la loi des rues, des parcs et des jardins, socialité, champs de bataille, ils sont de part en part, comme chacun de nous, déconstructibles, parce qu'ils sont des produits. Ils ne sont pas naturels. Voilà, la nature résiste effectivement, et l'homme méchant, j'ai vu avec mes yeux qu'on verse d'acide sulfurique sous la racine des arbres fruitiers en plus, qui sont abondants en tout bon état, pendant tout l'automne m'a donné des pêches extraordinaires, mais les propriétaires autour, ils ne voulaient pas cette frugalité parce qu'ils faisaient beaucoup d'insectes et ça attirait aussi les vagabonds comme moi peut-être dans leur jardin privé qui est sûrement volé d'un terrain public. Vous voyez, ils ont détruit avec l'acide, c'est ça, méchanceté humaine, luxuriance, voilà, luxe, passion de l'homme. C'est le langage du XVIIIe siècle pour parler des choses terribles. Une femme qui crie par sa fenêtre. Alors, il y a quelqu'un là qui mange nos fruits. Et le lendemain, les fruitiers sont acides. Dans quelques semaines, ils ont coupé de racines. C'est ça la passion. Ce qu'on a appelé passion au XVIIIe siècle, par exemple chez Campanella, par exemple, oui, même chez Descartes, les passions de l'âme. C'est pas seulement un imaginarum qui était suspect pour les gens éclairés, mais les passions de l'âme
avec leur métonymie, on va dire luxe, passion de luxe, luxuriance. Bien sûr, luxuriance a un autre sens plus ancien, mais une mauvaise traduction de quelque chose. Là, il faut éclaircir ce domaine-là, la passion, luxe, passion, pathos, et toute l'histoire pour dire quelque chose que j'ai quand même travaillé, tout cette caprice, voilà le mot qui me manquait, les caprices. Caprice d'Aphrodite, sûrement, qui change l'aspect de notre monde par ses caprices. C'est ça, l'homme, femme, l'homme captive, femme captivant, ordonnant, utilisant par procuration, avec chantage sentimental, etc. C'est ça le domaine de la jalousie que René Girard appelait à mon avis scandale, mais cette jalousie ou bien tertiaire, tripatrie, vous voyez, qui est souvent le sujet dans les films classiques dits français, ce triangle amoureux, cette envie, voilà, envie, et qui implique le danger immédiat de l'adultère, et qui tourne autour de toujours des 10 commandements qui est, dont les cas sont déconstructibles, et non pas selon la loi telle qu'elle est compris et élaborée, mais dans leur essence, et dans leur postérité, sûrement, surtout. Agamben, en passant, en fait, dans un paragraphe, peut-être que j'ai déjà dit, d'abord il parlait d'une Abi Warburg qui trouvait que Nietzsche, sa face était tournée vers l'avenir, tandis que Burckhardt était tourné vers le passé, et il passe Agamben sans intermédiaire au cours de Michel Foucault à Collège de France. Là, il faisait cas de 4 figures, prophète, sage, parésiaque, quelque chose comme ça. Et après avoir fait cette définition, le lendemain, il enchaînait à leur postérité. Et Agamben, c'est-à-dire les typologies qui correspondent à une figure de prophétie, prophète, à une figure de sage et à une figure de parésia dans notre monde actuel. Postérité de ce concept en tant que ligne virtuelle des chiffres, c'est ça. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et Agamben, il a ajouté, fermé sa parenthèse, son paragraphe, en disant que c'est une expérience très amusante. Je vous conseille de le faire.
c'est-à-dire trouver des notions, travailler bien dans leur étymologie, dans leur sens authentique autant que c'est possible, et bien, le lendemain, essayer de trouver le correspondant plus ou moins adéquat dans votre monde actuel, dans votre contemporanéité, c'est-à-dire la postérité de ce concept, c'est-à-dire pas d'image. Alors, la partie de Nietzsche, pas d'image, oui, ça tombe bien. Nietzsche, qu'est-ce qu'il nous a dit de l'avenir? Tourner l'avenir, mais tout en connaissance de cause du passé. Burckhardt, je ne connais pas très bien, alors que je m'intéresse beaucoup, surtout aux gravures des anciens, soit 17e, 18e siècle. C'était plus intime que les grands tableaux qu'on trouve que dans les églises classiques, dans les cathédrales, et qui ressemblent bizarrement à ce que je fais comme peinture. C'est d'une sorte de journalisme pictural ce qu'ils font, mais tout en restant dans le sujet très sérieux, mais tout en sachant de les actualiser, d'en montrer la postérité au sens élémentaire du terme, même à la lettre postérité. C'est assez ridicule quand il s'agit de théorie des nuages et la postérité. Voilà, les nuages, le soleil blotti et la lune déclinant, voilà. Au revoir. Je suis apparemment dans une reprise, récapitulation, dernier stade, métastade d'un discours. Là, les syncopes, ils sont parsemés et ce qu'on appelle dans l'art cinématographique des séquentialités. Eh bien, aujourd'hui, j'ai régénéré, rafraîchi, mais l'un de mes anciens films, intitulé En toute hâte, il y en a deux. Premier, c'est la convalescence 3, je crois, qui concerne l'homme adamique. Je n'ai pas touché, pas trop, sauf le titre, enfin. Et l'autre qui me préoccupait pendant que j'écrivais mon grand roman, l'histoire de Guy Ferry, ça restait comme ça, l'histoire de la substance, son titre est devenu. Eh bien, là, vers la fin de ma rédaction, j'ai commencé à dessiner d'une manière irrésistible, mais manque de moyens, car j'étais malade. Je n'ai pas encore l'usage végétal pour peindre, mais de manière électronique et tout à fait amateur. J'ai fait un tableau de noces de Canin. Bien sûr, d'abord j'ai vu ce grand tableau de Louvre par Paul Veronese, immense, etc. Je ne veux pas y retourner. J'ai refait remake, ce qu'on appelle remake, mon film intitulé Préparation de noces de Cana,
le thème avait une place importante dans mon roman. Donc c'est pour ça que j'ai une envie irrésistible de dessiner à ma manière ce que je comprends de cette scène et la signification biblique profonde, non pas qui me dévoile, mais tel que j'ai compris, tel que je dévoile sous ma plume, encore sous mes petits doigts, sous un écran qui est capable de recevoir mes coups. Pour un amateur, dans le digital, peinture digitale, c'est fantastique. Toutes les animaux, un air de désert, désertification, insularisation, oui, etc. J'étais très content. De manière esthétique, un peu moins. Je ne suis pas retourné, je n'y suis pas retourné, mais quand même, j'ai plusieurs versions en couleur et le plus grand emploi du temps de la veille, de la nuit, de la veille, de ce matin jusqu'à midi, ça tournait quand même autour de mon dessin. Et finalement, le film est complètement changé. Et on a ajouté les autres enregistrements datant d'abord 2016, ensuite 2017, et comme j'ai reconstruit le film en tant que tel aujourd'hui, 11 janvier 2025, etc. Et le film s'intitule avec plusieurs sous-titres. D'abord, performance, parce qu'il s'agit d'abord une performativité à voix multiples. Ce que je thématisais sous le concept de psychagogie, mais non. C'était extrêmement spontané. Donc, l'un des exemples que j'ai omis en parlant de mes films, comme pour exemplifier les psychagogies, surtout dans le discours, multifois. Comment un dialogue possible entre moi et moi, selon le sujet que je traite dans le film, et d'abord dans les enregistrements, n'est-ce pas? Donc, roman à plusieurs voix que j'exclus en général le dialogue de mon roman, sauf quelques exemples, dont peut-être le genre épistolaire de son genre, assez différent de mon roman dernier, finalement, aux yeux d'autrui. Mais dans un roman d'histoire de la substance, il n'y a pas de dialogue, pas du tout. On se demande s'il y a un narrateur. Donc, c'est une supplémentarité en moche de son roman que cette petite portion de film qui dure 20 minutes et que j'ai effacé maintenant. Le titre est changé, c'est devenu une performance de l'apocalypse et du messianisme. Pour m'enchaîner aujourd'hui, à partir de mes lectures d'Agamben, que distinguait plusieurs genres littéraires, entre guillemets,
dans ce que nous appelons en gros eschatologie. Le plus important, la nuit, tel que je puis dormir, j'entendais des voix, mais ma propre voix imitant une voix de Seigneur, seigneurial, d'un ton de grand Seigneur, le plus grand Seigneur. Et j'avais su qu'il y avait cette tonalité en moi perdue, mais le matin, dans un moment inespéré, de compléter ou rectifier mon ancien film concernant Nostre Cana, je suis tombé sous cette série des enregistrements très bien formellement énumérés, mais qui donnent rien comme signe de leur contenu. C'est complètement par hasard, mais à la recherche, à l'aveuglette, que je suis tombé sous cette tonalité que j'ai décidé tout de suite refaire le film. Pourquoi? Parce que dans ces quelques jours, n'est-ce pas, des constructions numéro 4 de l'essence même du christianisme, là, une certaine rencontre improbable avec Jésus-Christ et moi, et qui me comprend, et moi, de manière, avec une sang-froid, je lui dis, est-ce que tu te souviens, 2016, etc. Ce genre de parler avec une apparition phénoménale, une révélation intime, quoique fictive, etc. Là, effectivement, je me demandais, c'est une autre voix enfuie, qui viennent peut-être d'Aline, et que j'ai cité son seul vers à moitié, et Dieu tournant. Voilà. Et toute mon archive intitulée de manière inégale la philosophie dans l'école buissonnière. Alors, cette idée de buisson ardent qui me travaillait, n'est-ce pas? Là où Dieu a parlé ou a fait des signes quelquefois à Moïse, n'est-ce pas? Dans tout l'ensemble de la Bible, selon les interprétations. Moi, j'avais fait des films, je crois, au mois de juillet de l'année dernière, 3 portes d'entrée au Coran. Et là, selon les dires, dans la Bible, Dieu ne parle que 3 fois, dont l'un est buisson Adam. Alors, j'avais fait, il y a des années, un buisson, disons d'un buisson Adam, disons, qui parle. À force de fréquenter les buissons, ça devient Adam un moment donné. Voyons. Là, à peu près, jusqu'à midi, fin de midi, mais en dormant, bien sûr, entre les temps, en sac, et en gémissant, voyant des visions, oui, ayant des visions, avant de descendre dans les couches les plus profondes du sommeil, etc. C'est un montage, hein, c'est pénible. Ça prend des heures à des heures. Et pour obtenir toute la unité de cogito qui travaille même pendant notre sommeil, c'est ça que j'appelle bios théoreticos, s'il y en a, n'est-ce pas? Et c'est pas une vita contemplative, c'est pas un hors sujet du monde actuel donné. Non, c'est en plein dedans, mais
bien sûr. Mais à la fin, j'ai ri. J'ai ri et j'ai arrêté le montage. J'ai arrêté parce que il disait ah bon? Dieu qui dit ah bon? Ah bon? Comme s'il n'était pas au courant de la chose. Dans ce dialogue fictif, bien sûr. L'autre, il ne disait pas, en fait, il ne professait pas qu'il soit l'ange Gabriel, soit l'antre de ces deux monastériels. Dieu disait retourne-toi, retirez-vous à vos cours. Et toi, tu es lequel d'entre vous? Vous êtes tellement nombreux comme mon adepte. Voilà, un Dieu qui parle comme ça. Ça me fait rire. J'espère que selon avant ces indications présentes, il y aura quelques gens intelligents qui aura des fous rires et passer à une autre stade dans le même film après. N'est-ce pas? Quelque chose de l'autre, de généalogie, de divinité, etc. C'est extraordinairement complet et toujours partiellement film, comme il devait y être chaque film. Je suis content. Je ne sais pas si c'est égalé ou pas. Je suis sorti. Pour faire de décembre, bien sûr. Aujourd'hui, il fait une fois gelé par un contraste avec hier, qui était un jour volet du printemps. Au mois de janvier, là, hier, c'était des fouilles archéologiques, encore des calcomanies sous les stèles très solides qui engendraient des anges, des arrondis, plumages et des, qu'on appelle, de petites oiseaux. Voilà. Assure. Que puis-je dire encore? Cette chose étrange, c'est pas qu'un poète comme Fazıl Hüsnü Darlacı qui devient un animal d'écriture, selon son expression, yazı hayvanı. Non pas animal à écrire, c'est plus simple, un animal écriture, c'est compact. Voilà, je pensais tout à l'heure qu'en fait, l'homme, l'auteur peut-être, le poète, devient à un certain moment l'écriture. Dans notre tradition, il y a des ancêtres dans le soufisme, dans le mysticisme des lettres, on imagine toujours, soit dans les miniatures, dans la calligraphie, qu'on a un point dans l'ombre, dans l'ombril de Aleph, non pas Aleph, mais Jim, Jim Dal, selon les figures des lettres arabes, et on en fait des calligraphies. Chez Walter Benjamin aussi, avec ses correspondances, je crois, avec Adorno. Il y a des thèmes pareils, un peu kabbalistiques. Il est en scène d'un rêve de Walter qui est relaté par Derrida. Mais plus précisément, devient écriture, devient le livre, peut-être, pourquoi pas un opus, un homme accompli. Selon encore le soufisme, Insan Kamil, l'homme accompli, un concept le plus haute qu'un homme mystique espère atteindre. Et au-dessus de ce niveau,
de cet étage, il y a la place réservée sûrement à Mohamed. Hein. C'est ça, il y a des étalages, escalades à remonter, les escaliers à escalader. C'est un peu convenablement à la aux doctrines de Plotinus. On s'imagine dans un niveau d'écriture, ou bien des figures informes, on devient des figures, et on devient lettré. Eh bien, on devient peut-être illettré aussi, on redevient illettré au point où on se transforme par un revirement, par une projection étrange à la lettre même, aux lettres plutôt, et on commence à parler de nouveau dans une logorée, un logos qui parle, mais dans une autoréférentialité ou bien référentialité, donc dans une intertextualité en tout cas, et plus encore d'une manière non pas molaire, mais au niveau de micro, on devient des citations qui se renvoient, qui se réfèrent, donc un système des envois qui ne fait même pas un système, qui ne se totalise pas, mais qui devient justement un envoi des errance des envois, destinérance des envois, selon l'expression inventée par Derrida. Destinérance des envois, quelqu'un qui marche, qui ressemble à l'homme, mais qui n'est plus d'homme, il n'est plus auteur, il écrit, il a un script, voilà, il écrit comme un nabi, comme un substitut, soit qu'il se transforme comme un prophète, donc il commence à prophétiser, selon les distinctions d'Agamben, n'est-ce pas, un prophète n'est pas un apôtre, et devenir apôtre, c'est vivre dans une, comme non, dans une négation qui ne nie rien que le monde, et que ça aussi, c'est possible, la distinction de la réalité et du rêve, et que les rêves sont encore plus de l'autre des lettres et des figures complets ou incomplets, inachevés ou déjà vus, c'est-à-dire une répétition sérielle de la même scène peut-être, et des figures qui apparaissent, etc. Donc on commence comme d'une manière de Don Quichotte, de Cervantes, dans le monde des lettres, qui est bien. Le monde devient un certain livre à lire, et soi-même on devient un livre, non pas à lire à haute voix, séquentiellement récité comme de petites livres de poche qu'on porte sur soi. On devient ce qu'il y a dans sa poche. Voilà. Une image d'un petit prêtre qui se promène, ou bien un rabbin qui est assis dans un bateau que je rencontrais, voilà, qui est en train de faire son prière en lisant, en récitant, en murmurant, en bougeant les bouches,
prier ou bien réciter un canté, je ne sais quoi, répéter avec une voix intérieure, donc dans un silence. On voit des gens comme ça. On voyait aux parents les gens qui bougeaient seulement, bougeaient leurs lèvres et sans rien dire. Ils se parlaient. Ils parlaient à Dieu peut-être, oui. Prier veut dire en général ceci. Mais au sens élargi, une lecture de Talmud, une petite choix d'un paragraphe journalière, de manière journalistique, ça compte comme une prière authentique qui configure la journée. Pourquoi pas d'un commerçant, d'un cavaf, disons, d'un cavaf, pour retourner à notre image de Havala est en français devenu aval. Un aval, quelqu'un qui vit par procuration. Il n'a pas le signataire même, mais il est chargé d'une mission, on l'envoie comme aval et il revient comme Messia. C'était le cas de sa bataille civile. Voilà, à peu près, vous avez compris de quoi je parle. Et moi, j'ai un peu feuilleté, disons, mon archive des films qui sont publiés. C'est très enrichissant de lire uniquement pour me rappeler difficilement le contenu en lisant le titre et voir une image d'entrée. Et donc, je conclus que je deviens quelque chose qui dépasse moi-même. Je le suis déjà devenu. Voilà, donc je suis peut-être dans un point incontournable, irréversible, où je deviens l'écriture qui s'écrit ou qui parle et qui en parlant écrit, bien sûr en enregistrant, en faisant le remontage jusqu'à le petit matin, dormir avec ceci, se réveiller avec cela, et dans une bifurcation de chemins interminables, et parfois, comme aujourd'hui, j'ai dit, voilà, ça y est, ça finit, mais je sais que c'est pas fini, il y a encore quelques dossiers qui est déjà prêt et qu'il va falloir travailler sur, donc ce ne sera pas fini jamais. J'ai légèrement déplacé le domaine, j'ai glissé vers la peinture, mais effectivement, et ça devient les deux en même temps en un certain contrepoint. C'est déjà bien que puis-je faire d'autres, dès qu'on a une fois suspendu la thèse du monde, la thèse toxique du monde, on devrait continuer toujours dans un état de désintoxication, c'est ça. Je fais encore une petite synthèse de dernière, des idiomes sur lesquels j'ai travaillé. Qu'est-ce qu'il en reste comme idiome aujourd'hui? Pour ne pas descendre jusqu'à taumaturgie, taumaturgue, une figure de sage, comme la sorcellerie, magie, qui utilise des colifichets, pourquoi pas des accessoires de mobilité, et ça, on a tout thématisé. Donc on vit dans un enchantement de monde magique, c'est ça. Ça devrait être.
belki mutlak insan için intihar olayları oluyor işte. Benim daha sonra değil, belki mutlak intiharlar mutlak intiharlar o kadar mesela şöyle bir Benjamin Norris var o zaman. Benjamin Norris o abi komünizasyon Cela n'a pas une insignifiance de vide, mais une force, non pas forcément irréactionnelle, mais constatée, porte une altérité à l'intérieur de la sémantique d'un pays qu'on appelle la Turquie moderne, parfaitement compréhensible en notre langue, parfaitement exclu au sens de qui elle s'exclut, c'est-à-dire inclus immédiatement, toujours déjà d'avance, porte une force complètement imaginale de ma part, qui a une force de détruire, au sens métaphysique du terme, toute unité familiale, toute unité sociale, toute unité dite sociale, socialité civique, société civile en tant que telle, ou l'État en tant que tel. Tout ce qui touche à l'ordre établi, dénomination, classification, catégorisation. Voilà, l'altérité, c'est pas autrui, mais c'est une culture, comme disait l'éminence, j'espère qu'il a bien réfléchi la question. Un passé qui n'a jamais eu lieu, peut-être qu'il n'aura jamais, et qui se répète sous une forme de Wiederholung. Et je disais dans une petite séquence que hypostase, la théorie de hypo, hein, un sous-ensemble, veut dire, un sous-ensemble concrétisé, donc sous la dépendance d'un grand mouvement virtuel qui s'actualise momentanément malgré soi ou à l'insu de soi. Alors, je disais que il s'agit d'une récurrence alors, n'est-ce pas, une certaine Wiederholung, répétition qui s'est actualisée indépendamment de sa conscience et la forme. Elle a gardé une certaine forme. Alors, je disais que c'est parce que première occurrence est ratée que ça récure. Je ne sais pas si en français le verbe existe, récure, mais c'est complètement dans la logique de la langue latine. Voilà, la répétition n'est pas une répétition en acte, en fait, mais une propulsion à revenir dans le cercle de quoi éternel retour. Une propulsion qui veut revenir, mais qui ne trouve pas un positionnement. Au sens, bien sûr, de Alain Badiou, qui n'a pas une position paix, mais qui a gardé avec une infinie, au sens de signe, hein, je ne parle pas de l'ontologie, on prend au sens de signe infini, avec une petite paix de positionnement, et non pas jamais une grande paix, sinon c'est perdu. Ce que nous appelons, Walter Benjamin et sa compagnie, c'était Jacques Derrida, une faible force messianique. Voilà, pour compléter la littérature bibliographique. C'est pas messianique, on m'a objecté que dans une conférence dans l'auditorium de Marcinan, dans notre culture, il n'y a pas une
messianisme. Oui, monsieur, je vous crois, parce que sa bataille sévit, c'était pas notre culture. Effectivement, aller vite, c'est pas une culture messianique, mais une perversion d'une culture messianique qui s'est arrêtée dans un fétiche qu'on nomme aller, c'est-à-dire une mauvaise imitation de l'hypostase, toujours déjà commencé, de Perse, qu'on appelle actuellement chiite. Les chiites, je ne sais pas d'où vient le mot, et je me demande s'il vient de schisme dans une religion, dans une obéissance. Ça, c'est très plausible, ça place les choses. Voilà, voilà. Géophilosophie est la guerre de positionnement ou le P de position. Si c'est majuscule, on est perdu, n'est-ce pas? C'est Staline. Et si c'est un petit minuscule P gardé, avec une grande X qu'on nomme comme signe infini. Infini, c'est-à-dire un avenir projeté du messianisme. Entre guillemets, messianisme veut dire acheminement vers le salut. Sinon, si vous n'avez pas d'une finalité, ou bien vous avez des finalités, justement, comme cause finale, un fin. Sinon, vous avez un concept bâtard très riche, comme celui de Kant, finalité sans fin. Ou bien, comme Aristote, fin en soi, c'est-à-dire épicurisme de l'art. Ce que je suis en train de faire, je suppose, parce que je suis dans l'oubli total de moi, et je chante et je danse, n'est-ce pas? À vous en juger. Une noce future, pourtant un actuel pour l'avenir, engageant dans une alliance des plus démunis, un défi, une noce, seulement un lien conjugal, matriarcal, patriarcal, une lignée, un croisement, une léguée, un nomos, une némésis, une rivière qui se rejoint, un os précoce, très précoce, non consommé pour le futur, pour les gens dits de hier. Une os précoce, non consommé, non consommable, une os, ça nomme un séjour dans l'innommable, un engagement, une alliance, un amen, une réception dans l'oasis, dans l'aride, une noce, un festin auquel personne n'est convoqué, personne n'est invité, personne ne s'y introduit, personne ici présent, sauf le Seigneur des saltimbanques, un anti-dieu, anti-divinité, une figure négative,
un bouc émissaire, un sacrifié, un fils de charpentier, celui de mère morte.